Alors, je vous re-souhaite la bienvenue et nous allons donc commencer ce webinaire. Si mon diapo veut bien s'avancer, voilà. Juste pour que vous ayez une idée là, voilà, de comment on va occuper ces 45 minutes ensemble. Donc, on va voir d'abord une petite partie vraiment de recontextualisation en pédagogie, voilà, pour bien situer, pour qu'on ait tous le même langage quand on parle de contextualisation professionnelle et notamment après sur l'adaptation de Gérib Compétences, ça vous aidera à comprendre nos exemples à partir de la plateforme. Et puis, on gardera un temps à la fin pour vos questions, voilà, pour préciser certaines choses que vous aurez aimé aborder un peu plus profondément. Alors, juste, en tant que formateur, je pense que c'est une évidence. Vous cherchez tous à améliorer et favoriser la réussite de vos apprenants. Et là, en fait, on cherche à enclencher un cercle vertueux. Pour que la réussite soit là, on a besoin d'abord que les apprenants soient engagés dans la formation. Plus ils sont engagés, en général, plus ils réussissent. Plus ils réussissent, plus ils sont motivés. Plus ils sont motivés, plus ils sont engagés, etc. Et donc, ce fameux cercle vertueux, eh bien, on va voir ensemble que la contextualisation des activités avec le milieu professionnel va vraiment avoir des effets très, très positifs sur l'engagement, la réussite et la motivation. Alors, pourquoi? Parce que déjà, vous le savez hein, aussi bien que moi, une activité d'apprentissage, elle aura beaucoup plus d'efficacité et d'effets positifs si elle permet de donner du sens au savoir, si l'apprenant va comprendre pourquoi il fait telle ou telle chose, et puis s'il peut aussi le mettre en application dans un contexte signifiant. Et c'est là où le contexte signifiant, ici pour nous, par rapport au public que vous accueillez, ça va être le contexte professionnel, puisque les stagiaires que vous accueillez, en général, sont tous dans un projet d'insertion professionnelle à différentes étapes, mais en tout cas, leur objectif est bien de s'insérer professionnellement. Donc, plus ils auront après des mises en pratique professionnelles, plus leur apprentissage va être motivant pour eux. La contextualisation professionnelle est vraiment une des étapes de l'approche par compétences. Ça, il faut bien l'avoir en tête parce que c'est essentiel en fait après pour l'application et la mise en pratique dans les activités et puis dans vos démarches pédagogiques. Donc concrètement, donc la contextualisation professionnelle, c'est que nous l'entendons à Gérib, hein, mais encore une fois, on n'a pas inventé non plus ce concept. C'est le fait de réaliser des tâches. Il y a deux conditions qui sont importantes. C'est des tâches qui pourraient être reproduites en situation de travail réel. Donc là, ça va être d'imaginer ces situations. Donc en fonction du secteur ou du projet professionnel, évidemment, il va falloir faire preuve de créativité, avoir des documents adaptés, des supports pédagogiques qui parlent aux apprenants, qui sont vraiment issus et utilisés dans le contexte professionnel visé. Et puis, des tâches qui vraiment vont permettre de mobiliser les savoirs, les savoir-faire qui sont appris dans des parties un peu plus généralistes. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et je voudrais aussi vraiment insister sur le fait de contextualiser au-delà vraiment de la mise en pratique. C'est essentiel de garder un temps sur cette notion de réflexivité, j'arrive pas à le dire, pardon. Et pourquoi en fait c'est important? Parce que au-delà de la mise en pratique, ce qui va être essentiel et qui va faire toute la différence, c'est le fait de pouvoir permettre à l'apprenant de faire des connexions et des liens entre ce qu'il a appris. Et plus vous faites ça, plus vous allez le rendre autonome dans ses apprentissages, mais ensuite lui donner aussi les clés pour devenir autonome dans sa future vie professionnelle. Et donc, alors j'aime pas trop utiliser ce terme, je trouve pas très joli, mais c'est quand même un fait, c'est de faire toute la différence entre le rendre une personne compétente, qui va être vraiment en mesure d'utiliser ses savoirs et de les transférer, et puis la personne entre le simple exécutant qui va réaliser des tâches
certainement avec beaucoup d'applications, mais où il ne saura moins faire de preuve d'initiative. Or, on le voit aujourd'hui quand on parle beaucoup des soft skills, faire preuve d'initiative, c'est vraiment quelque chose qui est attendu par les employeurs. Et pour cela, c'est important d'aider les apprenants à réfléchir à comment, au-delà du simple fait d'avoir réussi un exercice, comment ils sont arrivés à ce résultat, quel savoir-être ils ont mobilisé, etc. Donc ça, cette notion de réflexivité, elle est vraiment associée avec l'approche par compétences. C'est essentiel et que je voulais que vous l'ayez en tête également. Je voulais aussi rappeler un lien important et puis notamment aussi rappeler l'ADN de GERIP, qui est expert en sciences cognitives. Initialement, l'expertise est partie du monde des neurosciences, de l'orthophonie. Et donc, il y a un lien vraiment très, très clair entre les compétences cognitives et les fameux domaines de compétences, enfin, les fameux domaines cognitifs comme l'attention, la perception visio-spatiale, le raisonnement logique, qui s'enchaînent directement après avec les compétences de base. Donc là, si je prends un exemple, si on parle de géométrie, pour faire de la géométrie ou de la lecture d'un plan, j'aurais besoin d'avoir des bonnes compétences cognitives en visio-spatiale et également en raisonnement logique. De la même manière, pour organiser mon travail, j'ai besoin d'avoir des fonctions exécutives qui soient suffisamment développées. Une fois que j'ai ces compétences et ces savoirs de base, je vais trouver une application dans des compétences professionnelles. Donc là, je vous ai mis une illustration du métier de couvreur, qui est un métier en tension en ce moment très sollicité. Voilà, le couvreur aura besoin, donc pour avoir ces compétences professionnelles qui vont être mesurées, monter sur un toit, il aura besoin à la fois de pouvoir lire des plans, de pouvoir avoir une motricité fine et donc de faire appel au domaine cognitif sollicité. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la notion de tâche qui était essentielle si on veut vraiment travailler en contextualisation et en approche par compétences. Et donc, il faut vraiment reprendre ce concept donc, de définir une tâche. Si on a tâche, on a nécessairement un but. Donc, si on a un but, ça veut dire qu'on a un résultat. Et ce résultat, il est observable et mesurable. Si vous ne pouvez pas le toucher, ce résultat, ce sera difficile, on pourra difficilement parler de tâche. De la même manière, il faut que pour aboutir à ce résultat, il y ait une démarche logique. Et c'est toute cette démarche logique qui, justement, va aussi faciliter les apprentissages et rendre le résultat optimum. Et donc, ça en découle, cette démarche logique, elle est séquencée dans le temps. Parce que, voilà, on va, pour définir une tâche, au-delà de simples actions, la séquencer pour obtenir après une tâche qui soit quantifiable dans le temps. Après, ce sera à vous, en fonction des niveaux, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 mois, etc. Mais en tout cas, c'est important d'avoir ça en tête. Isabelle, question. Oui, question, oui. Du public. Mm-hmm. On demande, est-ce qu'il existe quelque part un support qui permet d'associer un emploi secteur professionnel et les capacités cognitives les plus sollicitées dans ces fonctions? Alors, dans les fiches ROM, par exemple, vous ne trouvez pas ça. Sur certains métiers, vous trouvez, alors après, un répertoire vraiment établi, à ma connaissance, il n'y en a pas. Vous allez peut-être que le trouver, ouais, que sur des sites, si vous cherchez par exemple un exemple en cuisine, sur des formations, mais en tout cas, non, ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Voilà. On l'est sur notre ancien module Oriented Job, Oui. qui pour le moment est en arrêt de développement, mais peut-être dans un futur, nous le développerons sur de nouvelles technologies. Voilà, sur Internet, ça ne se fait pas. Après, effectivement, il y a d'autres outils qui existent, comme Explorama aussi, voilà, alors, ils ne l'appellent pas, par exemple, par approche domaine cognitif, mais on retrouve ces notions-là.
Merci Isabelle. De rien. Alors, je vais rentrer un peu plus voilà, maintenant sur comment nous, on a exploité ces notions-là sur Gérib Compétences, en tenant compte à la fois des contraintes aussi technologiques, d'apprentissage à distance sur une plateforme numérique. Donc, nous, sur Gérib Compétences, on a établi 2 niveaux de contextualisation. Donc, d'abord, un niveau au niveau de l'exercice. Donc, c'est déjà un début, mais effectivement, on ne peut pas pousser on souhaiterait au maximum, contrairement au niveau d'un parcours d'exercice, où là, on a beaucoup plus de liberté parce que ça permet tout à l'heure, je vous parlais de démarche logique et d'enchaînement d'activités pour arriver à une tâche. Au cours d'un parcours, ça nous permet à la fois d'utiliser plusieurs domaines de compétences. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure pour être très précise, alors qu'au niveau de l'exercice, on va rester par exemple dans un seul domaine de compétences. Et là, la contextualisation au niveau de l'exercice se fera par rapport à la consigne, la situation qu'on a choisie, l'utilisation par exemple du vous aussi, qui va permettre à l'apprenant de se projeter dans une situation au lieu d'avoir des infinitifs dans une consigne. Voilà. Alors que dans le parcours, pour arriver, donc là si je reprends ma notion de tâche et de résultat, là je vous montrerai tout de suite un exemple très concret. On va pouvoir arriver à ces tâches en passant par plusieurs acquisitions de compétences. Donc, je vous donne un exemple au niveau de l'exercice. Donc, sur Gérib Compétences, vous trouverez des exercices avec des consignes, on va dire, généralistes, qui sont aussi des exercices très utiles, par exemple, pour des gens qui n'ont pas un contexte professionnel défini ou parce qu'ils ont besoin aussi de faire ce transfert de savoir. Donc, on retrouve un exercice qui est utilisé, qu'on retrouve souvent dans des types d'examens CFG aussi également. Donc, et si je vous mets un peu le parallèle avec une contextualisation qui pourrait se faire au niveau de l'exercice, vous voyez que la consigne est changée. On a directement une mise en situation avec l'utilisation du vous. On va donner aussi le contexte professionnel, le milieu, etc. Et puis, on retrouve la tâche finale qui, ici, va être, par exemple, pour passer une commande auprès d'un fournisseur. Et c'est cette tâche qui va être motivante pour l'apprenant, parce que c'est vrai que là, le marathon, il se sent un petit peu déconnecté de cette situation. Peut-être qu'il ne l'a jamais vécu, il ne voit pas son intérêt. Alors que passer une commande, c'est concret, c'est réel. Ça va un jour arriver dans sa vraie vie professionnelle. Donc, on retrouve la même situation, les données ont changé, les chiffres ont changé, mais la logique pédagogique est la même. Donc, il y a une première étape qui consiste à faire des conversions. Et puis, la deuxième étape va être d'arriver à concrètement, qu'est-ce que je devrais écrire sur mon bon de commande auprès de mon fournisseur. Donc là, vous retrouvez les calculs qui vont avec. Donc ça, c'est une des premières manières de contextualiser une activité que vous retrouvez sur Gérer de compétences. Et tout à l'heure, je vous parlais du parcours. On pourrait utiliser également le mot de scénario. Moi, j'aime bien la notion de scénario parce qu'on voit vraiment le déroulé en fait, du début à la fin. Sur Gérer de compétences, on appelle ça parcours, mais vous pouvez l'associer aussi avec cette notion de scénario. Et donc, on a plusieurs types de parcours sur Gérer de compétences. Des parcours qui peuvent être plutôt thématiques et des parcours scénarisés qui permettent de contextualiser. Et là, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on peut travailler plusieurs domaines de compétences. Je vous donne un exemple très précis. Ma tâche est de réaliser une recette de cuisine. J'ai pris un exemple très, très simple. Pour réaliser une recette de cuisine, vous aurez besoin de mobiliser des compétences en français, en mathématiques, et puis aussi d'organiser dans le temps un raisonnement logique pour bien tenir propre, par exemple, son plan de travail, pour bien avoir les ingrédients, le four prêt, etc. en même temps.
Donc là, vous avez un enchaînement d'activités possibles que vous allez pouvoir réaliser. Donc d'abord, j'ai besoin de connaître le lexique. Une fois que je maîtrise le lexique, je peux passer à l'étape de la recette de cuisine, qui peut être à l'écrit. Très souvent, dans la vraie vie, on a une recette de cuisine pour un certain nombre de personnes. Et là, hop, je vais pouvoir utiliser cette recette pour la transformer, je sais pas, de 4 personnes à 8 personnes. Donc, ça nous permet de passer au domaine des mathématiques. De la même manière, j'ai très souvent à utiliser dans le domaine de la cuisine des conversions, des unités de masse ou de capacité, et puis à réaliser des calculs. Là, on peut aussi, dans un parcours tel que celui-ci, pour réaliser une recette de cuisine, rappeler, et là je fais référence au domaine de Cléa, hein, sur le code vestimentaire, qu'en cuisine, on a une tenue vestimentaire qui est normée. Voilà, on ne peut pas s'habiller comme on le souhaite. Et donc, c'est important aussi que les apprenants aient ces notions-là en tête. On voit aussi que très souvent en cuisine, il n'y a pas forcément des recettes écrites. Souvent, il y a beaucoup de consignes à l'oral dans une brigade de cuisine. Donc voilà, on peut créer un parcours pour arriver à cette tâche qui est finale, qui est de réaliser une recette de cuisine. Je vous montre au contraire en contextualisation. Donc là, j'avais une recette de cuisine, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Elle est indiquée pour 3 personnes. Et vous, en tant que commis de cuisine ou chef, eh bien, on vous demande de réaliser cette recette pour 12 personnes. Donc, première étape, raisonnement logique, déjà de trouver, voilà, par quelle opération mathématique vous allez devoir passer. Ce qui est intéressant, c'est de varier, même si le document reste le même, varier les types de réponses et les formats de réponses. Je vous en montre quelques-uns. Voilà, donc peu importe les réponses que je vous donne. Hop. Donc là, une fois qu'on a fait le document authentique, on peut aller un petit peu plus loin. Donc là, on va devoir choisir des verbes, pour toujours assimiler à la fois le lexique, mais dans un contexte de document. On a un petit support pour déjà mettre l'apprenant en situation, avoir un mini apport théorique. Vous pouvez, vous, en tant que formateur, l'utiliser aussi en présentiel. Ça vous permet de lancer une activité, de compléter un niveau d'information par rapport à votre groupe. Donc ça, c'est à vous de l'utiliser soit selon vos groupes en présentiel ou en autonomie. De toute façon, ça lui donnera des éléments et des bases pour faire les activités ensuite tout seul.